Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte à bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. Tu es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. La monteuse que vous allez découvrir dans cet épisode, je la connais depuis quelques années car nous avons travaillé ensemble sur des émissions musicales. Elle a monté plusieurs longs métrages de fiction comme Les Engagés d'Émilie Fraiche, sorti en salle en novembre dernier, juste après notre enregistrement. Elle a aussi participé à des séries comme Lupin que vous pouvez voir sur Netflix. Je la retrouve dans le 10e arrondissement de Paris, dans un immeuble ancien avec moquette rouge dans les escaliers et parquet qui craque. On a parlé post-it, découpage, musique ou encore film d'action. Bienvenue dans la salle d'Audrey Simoneau. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. C'est par là. Ok, je te suis. Là il y a plusieurs salles. Ouais. Merci de revienne. Waouh. C'est un appart quoi. Bah ouais, c'est un peu. Mais il y a beaucoup de salles comme ça ici en fait. Ah ouais ? Ouais, parce que les gens restent assez longtemps en fait pour monter et c'est que les réals aiment bien aussi qu'il y ait de la place pour faire un peu leur vie à côté quand on monte. Oui, t'as même Le canapé et tout. le canapé, cuisine et tout quoi. Bah, la cuisine dans la salle, j'ai pas vu d'autres salles comme ça ici encore. Mais... Et ça, c'est la salle de mon assistante. Petite chambre. Petite chambre, ouais, c'est la chambre de l'enfant. Et là, c'est la suite parentale. C'est ça. Avec la salle de bain. Enfin, moi, j'en ai jamais vu comme ça. Des aussi grandes que ça, aussi installées que ça. Alors là, on est chez Dum Dum et c'est vrai qu'ils sont spécialisés depuis longtemps dans le montage cinéma. Donc, des gens qui restent, des équipes de montage qui restent longtemps, qui restent plusieurs mois sur les projets. Et c'est un peu des anciens appartements, je crois, qui ont tous été refaits et aménagés pour faire des salles de montage. Donc c'est grand. Les salles, t'as les salles pour les chefs et les salles pour les assistants. Ou les salles pour les assistants, elles sont un peu plus petites, mais qui sont en fait comme des formats déjà de classique, voilà, de montage plus télé quoi, en format. Et les salles de chefs sont grandes parce qu'on a des grands écrans déjà qui sont derrière nos deux écrans informatiques, on va dire. Et un grand écran qui est derrière, qui est en face, donc ça permet de pas se taper des torticolis. Avec l'âge, je me tape des torticolis dès que j'arrive dans des salles avec la dalle, le petit écran sur la droite là. Sur la droite, donc là je demande toujours à ce que ce soit un peu derrière les deux écrans pour être en face et pour avoir un bon rapport aussi à la taille de l'image. Et les canapés, les fauteuils, la déco, le parquet. T'as 2 canapés. Ouais, on vit un peu ici, on mange là. Là, il y a une cuisine, mais alors ça, c'est hyper... je te dis, c'est vraiment la première fois que j'ai ça. Et je vois que c'est tes plannings, c'est ça alors ça, c'est le plan de tournage, en fait. D'accord. Du film. Ça nous permet de savoir où l'équipe va être. Parce que là, on est très collés au tournage, sur le projet sur lequel je suis.
Ou par exemple, là, la séquence sur laquelle je travaille là, elle a été tournée hier. D'accord. Donc ça nous permet aussi de voir dans quel décor ils sont le lendemain. Là, par exemple, tout à l'heure, c'est la script qui me répondait sur mon téléphone. Parce que je sais qu'ils ont plusieurs jours dans ce décor-là et je trouvais qu'il me manquait un plan. Donc ça me permet de vérifier, de voir s'ils sont toujours sur le décor. Ah oui. Et de pouvoir demander un plan s'il me manque un plan, par exemple. D'accord, ah oui, d'accord. Et du coup, ça se fait souvent comme ça de monter quasiment, enfin, dans les 24 heures. En fiction, 24 heures, c'est vraiment très très serré. Mais en général, alors sur les séries, ils attendent un peu qu'il y ait plus de séquences parce que souvent, comme c'est cross-bordé, t'as pas assez de séquences pour ton épisode, donc on attend qu'il y en ait assez de disponibles pour que tu puisses commencer. Mais sur les films, on peut commencer 2 jours après, 3 jours après, donc on est quand même très très collé au tournage. Ouais. Quand tu dis cross-bordé sur les séries, c'est qu'ils tournent plusieurs épisodes en même temps et du coup toutes les séquences de la série qui se passent. Je sais pas, je crois que tu avais bossé sur Lupin, qui se passe dans son appartement, tout a été tourné sur la même session. Voilà, à peu près. Enfin, ça, en général, ils tournent par bloc d'épisodes, donc ça va être 3 épisodes, puis ils refont une session de tournage après 3 épisodes. Mais sur les 3 épisodes, par exemple, tu as des séquences de commissariat et ils les tournent quasiment toutes en même temps, dans le même décor. Mais t'en as l'épisode 1, 2 et 3. D'accord. Donc parfois, si tu commences trop tôt, t'arrives vite à épuiser tes séquences si t'as un épisode qui t'est attribué. Donc il faut attendre qu'il y ait assez de matière pour pouvoir commencer à monter. Là, tout ce grand tableau, c'est uniquement le tournage. Oui. Et là, derrière toi, c'est la continuité. Donc scène par scène. Donc là, tu vois les pastilles rouges. Ah oui, c'est ton script, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Donc t'as les pastilles rouges, c'est ce qui est déjà tourné. Et les pastilles bleues ou vertes, là, c'est quand j'ai déjà monté une première version de la scène. Donc comme ça, je vois un peu où j'en suis en proportion de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. D'accord. J'aime bien coller les petites pastilles. Je pense que moi j'ai une passion pour post-it, mais les pastilles, j'aime beaucoup. Nous, les post-it, ils viennent un peu après. Alors, on ne fait pas forcément des post-it. Mais une fois qu'on a le film complet, en fait, on fait une vignette avec un photogramme par séquence qu'on accroche au mur. Donc là, du coup, je ne l'ai pas encore parce qu'on n'est pas du tout complet. Pour, par exemple, comme toi avec tes post-it, inverser des scènes, regarder et se dire attends, en fait, là, la chronologie, ça va pas, la structure, ça va pas. Donc on réfléchit avec les vignettes, quoi, avec les images des scènes. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Et ça t'arrive souvent du coup de changer, enfin j'imagine que c'est très évolutif aussi malgré ce qu'on peut penser. C'est vrai que quand on travaille pas du tout en fiction ou quand on est extérieur au cinéma et tout, on se dit bon c'est le scénario qui est écrit et on suit le scénario quoi. Sur la première version, oui. En tout cas, c'est ce que je fais. Je pense que c'est ce que tout le monde fait à peu près. De toute façon, tu les montes complètement dans le désordre en suivant le tournage. Donc tu bouges tes trous au fur et à mesure. Ensuite, tu les colles dans l'ordre du scénario, dans l'ordre des numérotations. Et puis la première fois que tu regardes, tu dis ok, on va chambouler, tout ça. Et au final, le scénario, à partir de ce moment-là, tu le mets un peu de côté, quoi. Parce que ce qui compte, c'est ce qui existe. Et en plus, c'est à ce moment-là, en général, que tu as ton ours complet à la fin du tournage. Et donc, que tu commences à avoir le réalisateur ou la réalisatrice en salle de montage. Donc, c'est là que la deuxième étape du travail commence vraiment. Et c'est là que tu travailles vraiment le film, quoi. Ce que va être le film... Le premier montage, c'est vraiment des brouillons de chaque scène. Et puis, mais moi, quand je les assemble et que je regarde le film en entier pour la première fois, même moi, dans mes intentions, des fois, je me dis « Ah, mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le jouer par rapport à ce qu'il y a avant, après. » Alors que toi, quand tu montes ta scène toute seule et que t'as pas vu ce qu'il y avait avant, pas vu ce qu'il y avait après, même si tu le sais, une fois que c'est visible et porté, tu ressens pas du tout la même chose. Mais j'imagine qu'en doc, toi, c'est pareil. Quand tu fabriques scène par scène et que tu assembles le tout, ça n'a plus du tout la même Oui, c'est vrai qu'il y a des... Et puis dans l'autre sens aussi, des fois, tu assembles des trucs et c'est en revisionnant où tu dis « Ah mince, c'est marrant l'effet que ça... » Enfin, je m'attendais pas à ce que ça donne ça. Et en fait, c'est intéressant aussi. On va aller creuser plus par là. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est une base pour
pour améliorer le film après dans son ensemble, quoi. Même nous, sur les personnages, de mieux travailler l'évolution des personnages tout au long du film. Donc retravailler le jeu, changer des choix de prise, des choix d'intention, ou calmer des choses, ou grossir d'autres traits de caractère, par exemple, qui, dans le premier montage, sont parfois un peu trop... Je sais pas, soit trop plat, ou soit trop marqués dès le début, ou... Et du coup, oui, c'est ça qui doit être intéressant en fiction, de pouvoir vraiment moduler les émotions, en fait. Ah bah ouais, complètement. Ouais, des fois, tu te retrouves dans un montage final où tu te dis « Ouah, ça a tellement rien à voir avec les premières intentions, même des fois de scénario, ou même des premiers montages, quoi. » Là, sur le film que j'avais monté l'année dernière, là, les Engagés, en fait, sur les premières versions, on avait un petit souci sur le personnage de David, qui est le héros, où en fait l'histoire c'est un mec qui va s'indigner parce qu'il rencontre un jeune exilé par hasard. En fait, il n'a d'autre choix sans réfléchir que de l'aider. Et donc petit à petit, il part dans un engrenage tout en l'aidant, mais aussi un engrenage avec la loi, ce qui le mène à des aberrations pas possibles, où il va se faire arrêter, etc. Et forcément, c'est un personnage qui, au bout d'un moment, a la rage face au système qu'il rencontre, face à ses valeurs, pour défendre ses valeurs et tout ça. Et en fait, on se rendait compte qu'assez tôt dans le film, il avait peut-être un peu trop la rage, trop vite. Donc, il y a des choses qu'on a vachement allégées pour que ça puisse être progressif. Donc, des scènes où il pouvait se mettre peut-être un peu en colère trop rapidement, il y a même une scène où il parle pas, en fait, où on a quasiment que gardé des plans d'écoute. Et en fait, c'est très différent de l'intention de départ, mais en fait, c'était nécessaire pour qu'au moment où tu sens vraiment qu'il a la rage, t'es à fond avec lui, parce que toi aussi, t'as la rage. Mais si c'est trop tôt, t'es pas avec lui, enfin, c'est pas naturel, quoi. Et ça, je me dis que des fois, sur le plateau, c'est pas forcément un curseur qui doit être évident à juger tout de suite, en fait. Parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti, et de l'émotion. Donc, on a juste plein de choses comme ça, même. Parfois, tu vas faire des projections test sur certains films, et puis le public va dire dans les questionnaires ou les trucs comme ça, ouais, tel personnage, il est un peu antipathique. Donc on va descendre le curseur antipathique pour que le personnage soit plus agréable. Donc ça va être en allégeant des dialogues ou en changeant vraiment des intentions de jeu. Et au final, on peut presque tout tricher, tout refaire, quoi. Ou même réécrire des dialogues s'il faut, qui n'existent pas. Qui sont faits en post complètement. Quoi. Ça, il y en a beaucoup. Alors, c'est pas forcément que pour des questions de jeu. Des fois, on t'en rajoute pour la comédie aussi. Tu dis, attends, tu vas rajouter une petite blagounette ici, ça mange pas de pain, c'est en off et tout. Mais, c'est sur certains projets, ça va être quand tu commences à montrer les séries ou les films, les diffuseurs ou vont vouloir que les gens comprennent tout absolument, donc tu rajoutes, donc forcément t'es en off, tu bricoles. Des fois t'as pas le timing dans les plans, donc tu fais des choses qui peuvent se voir, quoi. Après, je sais pas si le public qui est pas monteur ou qui est pas du métier le voit, mais nous, je pense qu'on le voit. Les gros montages à contre-temps, des fois. C'est jamais la personne qui parle que tu vois. Sur les longs métrages, il y a quand même un enjeu financier aussi qui est quand même super important. Donc si tu passes à côté de certaines choses, il vaut mieux rallonger un peu le temps de post-prod pour vraiment résoudre les problèmes, plutôt que de te dire ça va passer comme ça, quoi. Parce que c'est combien en moyenne, quand tu es sur un long métrage, tu as combien de temps ? C'est très variable. En fait, ça dépend vraiment du projet, ça dépend de la quantité de rush, ça dépend du budget, ça dépend du style du film. Le plus court que j'ai monté en fiction, c'était sur vraiment un film plus typé film d'auteur, tout petit budget. Ils avaient eu que 5 semaines de tournage. Et moi, j'ai monté en 12 semaines, je crois, au final. Donc c'est
plutôt des temps courts pour des montages de long métrage. Mais un film comme Taken 3, par exemple, où c'était... il y a 3h30, 4 heures de rush par jour. Parfois, c'est énorme parce qu'ils tournent à plein de caméras, parce qu'il faut entrer énormément de plans et de séquences par jour, que le tournage dure 3 mois à 3 mois et demi. Donc de toute façon, tu pars du principe quasiment que minimum tu doubles le temps de montage sur la base du temps de tournage. Ça, c'est une vraie moyenne pour le coup. Et en général, tu rajoutes un petit peu. Tu vois, sur les 5 semaines, on en a fait 12. Sur Taken 3, le tournage était 3 mois et demi. Moi, j'ai bossé 6 mois dessus. Et on était 2 quasiment tout le temps en permanence. Donc au final, ça fait presque 1 an de montage. Parce que les scènes d'action avec beaucoup de plans, ça prend énormément de temps à monter. On est souvent sur des scénarios très longs, beaucoup trop longs par rapport à la durée finale qui est voulue, qui est plutôt de 1h45, tu vois, un truc comme ça. Et tu fais un premier montage, ça va faire 2h45, 3h, qui fait pas le double, mais presque, quoi. Donc tout ça, c'est super, super long. Donc vraiment, c'est complètement variable. D'accord. Mais la base, on double le temps de tournage, c'est à peu près... Ouais, c'est à peu près ça. Taken 3, c'était vraiment particulier parce que Megaton, il a une façon de tourner qui est extrêmement découpée. Il tourne à beaucoup de caméras sur toutes les scènes d'action. La plupart des films qu'il fait, ce sont des films d'action, donc il y a beaucoup de scènes d'action en proportion. Mais sur d'autres films que j'avais fait chez Europa, ouais, c'était ça. Je pense qu'on est toujours sur la règle de doubler le temps de tournage, quoi. Disons que tu prends le temps du tournage à peu près pour faire ton ours. Et ensuite, le temps de tout revoir, tout retravailler, la structure, revoir chaque scène avec le réal. Les modifs de prod, les modifs de distrib, ça, c'est ça, on arrive à ça à peu près. Ah oui, parce que tu as 2 niveaux, c'est pas comme en télé, on va avoir le producteur et le diffuseur, et du coup, toi, c'est c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as le producteur, et après, tu as le distributeur, qui est comme le diffuseur, en fait, ou les plateformes, quand c'est pas du cinéma ou quand c'est une série. Mais c'est quand même en 2 temps, c'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord un peu retravailler avec les producteurs, parce qu'ensuite c'est eux qui sont garants aussi de ce qu'on présente aux diffuseurs en fait. Ou donc distributeurs pour les salles de ciné. Quand ils font des longs métrages, c'est un peu différent parce que tu regardes le film a priori en entier, ou si tu arrêtes, le film il est quand même vu. Une série, c'est que tu as l'enjeu du premier épisode, mais il faut regarder tous les épisodes suivants, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, l'enjeu du premier épisode, il est énorme, en fait. Je pense que c'est pareil en télé. Mais sur les plateformes, j'ai l'impression que c'est encore plus puissant, quoi. Sur les séries, j'imagine que vous êtes plusieurs monteurs en parallèle. Comment vous répartissez le travail? C'est vraiment par un épisode chacun, ou est-ce que vous pouvez croiser les choses des fois? Ça dépend vraiment. Sur Lupin, chacun a vraiment son épisode ou ses épisodes, et on les monte en même temps, en fonction de ce qui est tourné. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut quand même se montrer les épisodes entre nous, et puis aussi s'échanger des choses si on veut chambouler la chronologie d'un épisode, ou je sais pas, la fin d'un épisode, le début d'un autre, de dire attends, toi qu'est-ce que t'as que peut-être je peux récupérer, ou des fois parce qu'il nous manque des plans et en fait il y a plusieurs scènes qui vont être faites dans ce décor, donc on peut aller en chercher. Donc on se parle pas mal, et puis quand même il faut que le style soit commun, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dire au final, normalement t'es pas censé dire ah bah oui, cet épisode il est monté vraiment différemment, ou, sauf si vraiment la narration le demande, mais donc on regarde quand même vachement le travail des autres. En tout cas moi, quand je suis arrivée sur Lupin, il y avait déjà des épisodes qui étaient en cours de montage, donc j'ai essayé de me calquer sur ce qui existait déjà. Et inversement, les nouveaux qui arrivent, entre guillemets, ou qui sont arrivés au fur et à mesure, on en discute aussi, où on dit voilà, tu peux récupérer ça, des trucs de son
qui sont communs à tous les épisodes, ou quand la musique commençait déjà à exister, ou là par exemple sur la dernière saison, on avait toute la musique des saisons précédentes. Ouais. Donc pour une fois, on a vraiment pu monter avec les musiques de la série. Et il y avait des nouveaux monteurs qui ne connaissaient pas forcément, donc on disait, n'hésite pas à vraiment aller piocher là-dedans. Là, on a déjà plein de banques de sons, de trucs, voilà. Donc oui, ça s'enrichit au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, il y a 2 saisons, ou 3. En fait, c'était une seule saison qui était coupée en 2 à cause de Covid, en fait, à la base, parce que c'est le Covid qui a interrompu le tournage de la première saison. Mais comme ils avaient déjà tourné quasiment tous les épisodes de la première partie, il ne restait plus qu'à finir le dernier épisode en fait, de la première partie. Donc Netflix a choisi de découper en 2 x 5 au lieu de faire 10 épisodes, parce que sinon, je pense que ça faisait trop attendre la diffusion, le temps de fabriquer les 5 suivants. Donc ils ont appelé ça partie 1, partie 2. Et donc nous, officiellement, quand on en parle, la prochaine saison, on dit que c'est la saison 2, parce que pour nous, c'était les épisodes 101, 108, 109, enfin... mais c'est la partie 3 en fait. Donc je pense que pour le public, c'est la saison 3 qui va arriver là, la prochaine. Ok. Donc tu as travaillé sur celle-là aussi? Oui, sur un épisode seulement. Ok. Sur l'épisode 2. La prochaine saison. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment t'es arrivée au montage? Voilà. Je me suis intéressée au cinéma quand j'étais au lycée. En fait, au départ, en seconde, j'étais pas du tout en option cinéma. J'étais en option art plastique. Ouais. Parce que j'adorais dessiner, j'adorais peindre, enfin c'était vraiment pendant tout le collège, j'ai fait plein de... surtout le dessin et la peinture, donc ça paraissait logique que j'aille en art plastique. Mais dans mon lycée, il y avait aussi l'option cinéma, et j'avais quelques-unes de mes copines proches d'eux qui faisaient l'option cinéma. Et je sais pas, quand elles en parlaient et tout, ça m'attirait vraiment, et puis parfois je les accompagnais au ciné, parce que quand tu faisais l'option cinéma, tu avais la carte pour aller gratuitement au club qui était le cinéma art et essai de Brive-la-Gaillarde, où j'ai grandi, où j'ai fait ma scolarité. Et donc, je sais pas, de voir des films régulièrement, ça m'a donné envie d'apprendre un peu. Et je crois que c'est la musique aussi qui m'a donné envie d'aller vers le cinéma. Enfin, je commençais à, je sais pas, imaginer des scènes de films sur des musiques. Enfin, je crois que c'est hyper adolescent d'imaginer des clips ou sur les morceaux que t'aimes quand t'es ado, quoi. Et donc, à l'entrée en première, au bout de 3-4 jours, je me suis dit non, mais en fait, il faut que je change, il faut que je fasse l'option cinéma à la place de art plastique. Et je suis allée voir la proviseure, j'ai demandé un rendez-vous. Je dis voilà, je voudrais changer, mais l'année est déjà commencée. Elle fait oui, mais franchement, je suis sûre de moi, quoi. J'ai envie de faire l'option cinéma. Je dis oui, vous vous rendez compte, si tous les élèves faisaient comme vous en début d'année, on chamboulerait tous les emplois du temps. Mais bon, voilà, elle avait mon dossier, j'étais vraiment une bonne élève, j'avais l'air de savoir ce que je voulais, donc je pense que j'ai eu de la chance. Elle m'a dit ok. Et à la fin de la terminale, je me suis dit j'ai envie de faire ça, quoi. J'étais autant intéressée par le montage que par la caméra, le cadre, la lumière. Donc j'ai demandé rien d'autre que des BTS. Genre j'ai demandé dans mon dossier à remplir avec les vœux tous les BTS audiovisuels de France. Je voulais vraiment venir faire mes études à Paris, c'était vraiment mon rêve. Et j'ai été prise à Boulogne en montage. Donc en fait c'est un peu ça qui a décidé que j'aille vers le montage, je pense, plus que vers l'image. Oui, parce que tu avais demandé... J'avais demandé en montage et en image quasiment partout, en fait. Et comme je venais d'un bac L, j'étais plus prise en montage qu'en image, mais il y a des BTS où j'étais prise aussi en image, et je me suis dit, bah non, c'est bon, je suis prise à Suite Boulogne, je vais à Paris. Et ensuite, j'ai commencé à bosser tout de suite, j'étais embauchée dans une boîte en sortant du BTS, enfin, à la rentrée d'après le BTS. Ah ouais? Donc tout était pour le mieux, autant le choix de l'option montage, je pense que c'était vraiment une chance parce que ça me correspond mais 100 fois plus que d'être sur un plateau, quoi. Enfin, j'aime pas être dans les groupes où il y a trop de monde. Ouais. S'il y a bien un endroit où il y a trop de monde, c'est bien sur les plateaux. Ouais. Donc non, c'était pas pour moi. Donc le montage, et t'as été embauchée comme intermittente ou comme ou c'était un Non, CDI? en fait c'était une boîte de bande-annonce qui s'appelle Aparté, qui existe toujours. Et ils cherchaient un jeune monteur à former, c'était pour un CDD de 6 mois.
Et en fait, ça s'est bien passé. Et donc, au bout de mon CDD, j'ai signé un CDI. D'accord. Donc, l'intermittence, ça a commencé après, en fait, quand j'ai quitté la boîte. D'accord. Je suis restée 4 ans. Les années qui m'ont suivi, en fait, ce pourquoi moi j'avais été embauchée au départ, au final, ils prenaient des stagiaires, en fait. Donc, j'ai eu de la chance d'être vraiment payée pour ça au début. Et de me faire mon expérience comme ça, quoi. Alors, je montais pas des bandes annonces au bout de 6 mois, hein. C'était vraiment... À l'époque, ils tournaient pas mal de making-of aussi, qui étaient encore sur cassette, sur mini-DV en général. Donc, en gros, j'ai récupéré les cassettes tournées sur les making-of, sur les tournages de films, et je les dérochais. Mais en fait, je me rends compte que c'était laborieux, parce que tu rentrais tes cassettes, tu les ressortais, tu faisais ton in et ton out, parce que comme l'espace disque à l'époque, ça coûtait hyper cher. Tu digitalisais pas toute la cassette, c'est-à-dire que tu dérochais sur la bande, et après tu nommais ton truc. Alors là, il y a un tel comédien, avec des mots-clés, des trucs, pour ensuite pouvoir vraiment tout rechercher. Faire ta base de données. Ouais, donc ça prenait 1000 ans, en fait. Et au final, j'ai commencé à monter les making-of que j'avais dérochés, parce que je connaissais un peu les images, un peu chapeautées par les gens de la boîte, ou par d'autres monteurs, où je regardais comment ils faisaient. J'essayais de faire un peu les mêmes recettes et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des petites modifs sur les bandes annonces que la boîte faisait. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont donné mes premiers films à faire en bande annonce et tout. Et puis voilà. D'accord. Parce que c'est un exercice quand même particulier, les bandes annonces. Oui. Bande annonce, teaser et tout. Enfin, ouais. Nous, on a déjà bossé ensemble. Et je sais que ça, c'est un truc que je te laissais. Parce que moi, faire les teasers avec 12 milliards de plans et des effets de son et des machins, c'est quand même hyper difficile, je trouve. Mais en fait, c'est pas, je trouve pas ça plus difficile qu'autre chose, c'est juste ça s'apprend. En plus, si t'aimes ça, je sais, oui. Moi j'aime ça. Comme ce qui m'a donné un peu envie, je crois, de faire du cinéma, je te disais, c'était la musique. C'est que je voulais être musicienne, je rêvais d'être musicienne depuis que j'étais petite. Je voulais faire du piano. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un vrai piano. J'en ai eu un, mais qui s'avait acheté dans une vente aux enchères. Je sais pas, peut-être à 300 francs, peut-être à l'époque, un truc comme ça, mais il était inaccordable, je pouvais pas apprendre le piano dessus. Et en bande-annonce, par exemple, souvent, tu construisais ce qui s'appelle le berceau musical, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, bon, de toute façon, la durée, elle est vite vue, hein. Tu sais que t'es entre 1 minute 30 et 2 minutes pour un format classique de bande-annonce. En tout cas, à l'époque où j'y étais, c'était comme ça. Donc tu sais quel genre de musique un peu tu vas chercher, et tu commences à fabriquer un peu ta structure musicale en te disant, dans un modèle classique quoi, et un peu caricatural, tes 30 secondes d'intro, ta rupture, tes 30 secondes de partie du milieu, et tes 30 secondes de partie de folie à la fin, où tu mélanges un peu tout. D'accord. Où la situation, les problèmes et le fourre-tout, quoi. Et donc ça, à chaque fois, il faut que ce soit accompagné de musiques, qui sont souvent des musiques de stock, en fait, où tu as des albums de musique de trailer, vraiment. La version du morceau en elle-même va faire 2 minutes, mais toi tu l'as reconstruit avec un début, un milieu, une fin sur tes 30 secondes. Donc en fait, t'es hyper dépendant de ça, en fait, pour fabriquer le montage que tu vas coller dessus. Donc souvent, on commençait par bricoler ça, en fait, la structure musicale. Après, maintenant, alors j'en fais moins aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bandes annonces d'aujourd'hui, elles sont un peu moins sur ce modèle-là, en 3 parties, que par exemple les grosses bandes annonces américaines, c'est vachement la mode d'un morceau un peu connu, que tu vas développer d'abord avec du sound design et du gros mystère. Et en fait, la bande annonce, elle évolue tout du long, en fait. C'est plus vraiment ces parties-là. C'est plus aussi scindé, C'est plus aussi scindé, Donc je pense que c'est peut-être un peu différent aujourd'hui, mais n'empêche que si tu te dis que tu as besoin d'1 minute 30, faut construire ces 1 minute 30 là. En fait, c'est plus le son qui va faire que tu cuts à tel endroit plutôt que l'image, presque. Et puis après, tu fais tes silences ou tes ruptures en fonction des dialogues. Donc c'est assez musical comme composition, finalement. Ouais. Et donc, t'as fait 4-5 ans, c'est ça, de bande-annonce ? Ouais, 4 ans.
Et après, c'est toi qui es partie parce que Oui. t'avais fait le tour. J'avais fait le tour de la question, je crois. Et donc je suis partie, encouragée par pas mal d'intermittents qui venaient dans cette boîte et qui m'ont dit mais nous on te file tous les contacts des gens chez qui on bosse. En fait en gros je suis rentrée au planning de toutes ces boîtes pour les bandes annonces parce qu'au début c'était ça que je savais faire quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon statut assez rapidement mais vraiment grâce aux personnes qui me connaissaient de ma première boîte. Et j'avais contacté aussi une boîte pour laquelle on avait fait un projet un peu particulier chez Aparté où c'était plutôt un film institutionnel qui ressemblait un peu à un doc. Et je m'étais bien entendue avec le producteur, donc j'avais envoyé un petit message comme une bouteille à la mer. Et il faisait beaucoup d'institutionnels, des petits films web et tout ça. Et là, sur un projet, j'ai rencontré François Goetgeber, avec qui on s'est super bien entendu. C'était lui qui réalisait un truc sur lequel cette boîte m'avait mise. Ensuite, François, qui est réalisateur de captation, m'a proposé de partir avec lui sur plein de captas en fait. D'accord. Donc là, ça a vraiment ouvert mon champ d'action. Mais du coup, très axé musique. Ouais, très axé musique. Musique et un peu doc quoi. Mais je suis passée un peu de la bande-annonce à la musique. Je continuais à faire pas mal de bandes-annonces. Et en fait, c'est par la musique que je suis arrivée à la fiction. Parce que je suis contactée un jour sur Facebook par un gars que je connaissais pas, qui s'appelle Camille Delamarre, qui montait un film de Mégaton qui s'appelait Colombiana. Il était chef monteur. Et en fait, il cherchait du renfort pour ce film-là. Et il avait entendu parler de moi par un pote à lui qui avait vu un concert de François que j'avais monté, qui était un concert de Rof, le rappeur. Donc qui était le truc le plus découpé de la Terre que j'avais jamais fait, qui correspondait exactement au style de Mégaton en fait. D'accord. Et donc ce mec-là avait parlé à Camille de moi en disant écoute, j'ai vu le travail de cette nana, je pense qu'elle est capable de venir en renfort sur Colombiana, donc prends-la et essaye et vois ce que ça donne quoi. Et ça s'est bien passé. Et donc ensuite, ils m'ont rappelé pour Taken 2. Il y avait deux chefs, c'était Camille et Vincent Tavaillon. Et moi, je faisais les premiers montages. Et ensuite, ils reprenaient la première base et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils restructuraient le film, ils remontaient ce qu'ils avaient envie de remonter. Mais ça faisait déjà une première base de montage. C'est quand même un mode de travail un peu différent. Donc, la première fois que tu es arrivée sur un long métrage comme ça t'était pas un peu stressée Bah, j'ai eu vachement de chance parce que la position que j'avais, elle était que chouette en fait. J'avais pas la responsabilité du chef monteur qui est ensuite vraiment de bosser avec le réal, de porter le film auprès des producteurs, auprès des distributeurs, de vraiment avoir la responsabilité en fait. Moi, je m'amusais juste. En gros, en plus, comme j'avais pas d'expérience de long métrage, justement, par l'assistana et tout ça, en fait, j'avais pas trop peur parce que je savais pas où je mettais les pieds. Je me disais, c'est juste génial d'être là. En plus, à la base, je devais rester 2 ou 3 semaines. Donc, c'était très court. Finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps sur le premier film. Mais j'avais pas vraiment trop de codes de fiction en tête. Donc, je m'amusais avec les codes que je connaissais. Je trouvais ça génial d'avoir plein de plans. Je trouvais ça génial de construire une séquence de dialogue ou une séquence un peu d'action. Enfin, donc vraiment, au début, je faisais que m'amuser. Donc j'avais pas peur du tout. En revanche, quand j'ai fait mon premier film en tant que chef, là, la première semaine, j'ai flippé à mort. C'était un gros film parce que c'était aussi une comédie d'action produite par Europa. C'était un réal américain qui s'appelle McG, qui avait fait des gros films aux États-Unis. La star du film, c'était Kevin Costner. Ah ouais. Donc tu te dis, mais en fait, au début, t'es là, on t'appelle, tu te dis, oh, c'est pas vrai, on me propose ça. Tu rappelles 12 milliards de fois pour dire, c'est bon, vous en êtes où, ce que vous avez choisi. On te dit que c'est toi, tu sautes au plafond. Et vraiment, les premiers jours en montage, je me suis dit, mais je vais pas y arriver parce qu'il tournait plein de scènes, c'était à la Cité du Cinéma
au début de la Cité du Cinéma, ils tournaient des scènes dans les studios en bas. Donc moi, l'équipe, je les voyais en fait par la fenêtre de ma salle de montage. Donc je voyais la grosse machine que c'était et je me disais, moi pour l'instant je suis toute seule. Et le jour où j'ai le plus flippé, je pense que c'était au bout de 4-5 jours, le réal vient et me dit, tu peux me montrer telle scène que j'avais déjà commencé. Il dit, bon c'est bien mais tu pourras changer ça et ça. Ok, je prends des notes. Mais je me dis, rendez-vous dans 3 mois, quoi, quand le montage il est fini. Tu vois, je vais monter les autres scènes, et puis je ferai les modifs, je sais pas, quand j'aurai le temps. Et genre 2 heures après, son assistante, parce qu'il avait une assistante personnelle, m'appelle et me dit, Audrey, Maggie aimerait voir la scène avec les modifs sur le plateau, quand est-ce que tu peux lui amener ? Et là, je lis mon cahier de notes et je me dis, putain, combien de temps ça peut prendre de faire ça ? Bon, je pense que j'en ai pour bien 2 heures, quoi. Et donc je dis, oh, bah tout à l'heure, cet après-midi, je vous l'amène. Je dis qu'il va y avoir un temps d'export, etc. pour gagner du temps, en fait, sur le montage qu'il allait faire. Je raccroche et là, je me dis, je suis en panique, quoi. Il veut la voir sur le plateau, en bas, il y a tout le monde autour. Je sais pas, j'ai flippé et j'ai un peu... figé quoi. Vraiment le truc où tu te dis putain je vais pas y arriver. J'arrivais plus à réfléchir et tout. Je me suis dit respire, je fais le truc. J'arrive sur le plateau en bas avec la petite clé USB et oui, je le regarde sur mon ordi. Si c'est bien, je le montre à l'équipe. Si c'est pas bien, tant pis. Bon. Ok. Mais en même temps, le gars il me testait à mort. C'était une énorme machine. C'était mon premier film. J'avais 29 ans, donc il devait se dire. En même temps, il m'avait choisi parmi les autres. Enfin, il avait eu son mot à dire, il m'avait rencontré et tout, mais quand même, enfin... Et donc ça s'est bien passé, il a montré à l'équipe, et là je me suis dit, ok, je peux respirer, et maintenant je me détends, quoi, et je m'amuse. En fait, il faut que je me réamuse comme sur les autres films, quoi. Est-ce que tu penses, parce que tu dis qu'il te testait, est-ce que c'était pas aussi un moyen de tester ta résistance à la pression ? Bah si, je pense, ouais. Bah oui, c'était me tester à tous les niveaux, je pense. Et puis aussi pour montrer... meuf, c'est cool, on t'a mis sur le projet, mais mesure bien ta chance, quoi, et te plante pas, je pense. C'est vache, quand même. Non, mais en même temps, je peux comprendre. En fait, maintenant, quand j'y repense, je vois la responsabilité qu'on a sur les films, et je me dis que j'ai eu tellement de chance qu'on me confie ce truc, c'est quand même, il prenait un petit risque, c'était un petit pari, quoi, et moi, je m'en rendais pas du tout compte. Donc a posteriori je me dis c'est un peu normal qu'on m'ait testé comme ça en fait, pour voir si j'étais un peu solide et pour me préparer un peu aussi à ce qui allait m'attendre sur le film, quoi. Parce que ça a été dur après ou... Oui. Ça a été très dur. C'était le premier film, c'était le film le plus dur que j'ai fait. Parce que entre les réalisateurs et les producteurs, en fait, je crois que personne n'était d'accord sur le film qu'ils voulaient faire. Donc, au bout d'un moment, ça se jouait à version de montage, en fait. Et moi, j'étais au milieu, donc ça me faisait des crises de panique. Je me disais, mais je vais être sur un siège éjectable jusqu'à la fin, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va se dire que c'est moi qui suis pas capable de faire ou qui ne comprend pas ce qu'on me demande, en fait. Alors que j'avais des versions contradictoires... en permanence, avec pas de discussion posée ensemble où tu sais, tu vois, bah voilà, tu en discutes, tu te dis ok, bon, on va faire ça et t'y vas, quoi. Ça s'est même joué jusqu'à un point où il y a eu 2 versions un peu du film qui ont été testées en parallèle dans des salles de cinéma sur un public en disant bah voilà, s'il y en a une qui fait un meilleur score que l'autre, bah on va privilégier cette direction. Et en fait, les versions, elles ont fait quasiment le même score. Donc c'était même pas la solution. Et c'était... Enfin bref, ça a duré hyper longtemps. Voilà, et j'en pouvais plus. Et je me disais, je peux pas partir parce que c'est mon premier film. Et si je pars, c'est vraiment un échec. C'est-à-dire que le fin mot de l'histoire, c'est que j'aurais pas fini mon premier film, quoi. Donc je m'accrochais. J'avais tout le soutien des personnes de la post-prod, voilà, qui savaient ce que je faisais. Enfin, on était un peu tous dans la même galère en vérité, parce que les plannings, ils arrêtaient pas de se repousser. T'avais la sortie du film qui approchait et
il fallait refaire le montage son, la musique bougeait tout le temps. Enfin bref, ça impliquait pas que moi. Mais quand ça a été fini, je savais plus où j'habitais, quoi. Enfin, et j'ai jamais revécu vraiment cette situation-là aussi dure. Mais ça t'a pas donné envie d'arrêter la non, fiction, quoi. Pas du tout. Bah non, parce que c'est même un peu comme tu connais les adrénalines de projet aussi des fois où après tu sais plus où t'habites et t'as qu'une envie, c'est d'y retourner quand même, quoi. Donc non, pas du tout, au contraire. Et donc là, c'était un film d'action aussi, du coup, c'est ça ? Ouais, une comédie d'action. En fait, il y a un peu tous les genres dans ce film-là, c'est pour ça que c'était compliqué. Et c'est ce qui a été un peu problématique, je pense, dans le film. Après, quand j'y repense, je me dis que peut-être, avec plus d'expérience, j'aurais pu comprendre qu'il y avait un problème de registre plus vite, en fait. Ouais. Enfin, je pense que malgré tout, je manquais d'expérience au niveau du fait de tenir un film dans son ensemble. Ce qui est quand même un autre travail que tu connais aussi en documentaire, c'est-à-dire qu'il y a le montage des scènes et puis on parle du film. Qu'est-ce que c'est que le film ? Qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on réajuste ça vraiment au montage, mais dans la globalité du film, quoi. Puis ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend avec l'expérience, quoi. Bah ouais. C'est vrai que là, d'avoir cette vision globale, moi je le vois bien maintenant quand je dérush, que j'ai 10 heures ou 24 heures ou plus, je me dis, bon, alors oui, telle séquence, ça peut compléter tel propos et tel machin, mais si j'utilise celle-là, si en fait j'utilise plutôt pour ce truc-là, ça voudra raconter autre chose, etc. Donc, t'as l'impression qu'en tâche de fond, tu sais, en tâche de fond, t'as ton Lego ou ton truc qui se reconstruit, qui se déconstruit, qui bouge sans arrêt. Et ça, c'est que l'expérience qui t'apprend ça. C'est pas un truc qui vient de manière innée, je pense. Tu peux sentir les choses, mais savoir détecter le problème précisément, c'est avec l'expérience. Ouais, parce que même aujourd'hui, même sur les formats longs, en tout cas, mais même sur les séries, parfois j'ai peur d'être moins spontanée qu'au début. C'est-à-dire que de me permettre un peu moins de choses dans les premiers montages parce que, je sais pas, j'ai plus peur que ça se fasse pas, alors qu'au début j'en avais rien à foutre, je savais pas trop ce qui se faisait ou pas. Et maintenant, il y a peut-être plus un truc, où je sais pas si je suis aussi directement créative qu'au début. Mais par contre, je sens que j'ai vraiment appris sur la structure et me dire ça, c'est pas grave, j'ai pas besoin de peaufiner maintenant parce que de toute façon, on verra après. Alors qu'avant, j'étais là, je peaufinais tout de suite chaque truc, chaque début de séquence, sortie de séquence. Et au final, tu coupes la moitié, tu passes tout. Et donc, tu dis, c'est pas là qu'il faut être perfectionniste dès le début. Perfectionniste, tu l'es après, quoi. Mais des fois, je me dis, j'ai peut-être mes forces, elles se sont peut-être un peu déplacées par rapport au moment où je commençais vraiment la fiction, quoi. Est-ce qu'il y a un film en particulier, une expérience particulière où tu as eu l'impression de prendre un tournant dans ta carrière ou qui t'a marqué parce que, je sais pas, les relations avec le ou la réalisatrice pour plusieurs raisons. Après, c'est toujours les expériences un peu les plus récentes qui marquent. Mais le film que j'ai fait l'année dernière, là, Les Engagés, en fait, c'était assez marquant parce qu'il était vraiment différent dans le genre des films ou des fictions que j'avais faites avant. Donc pour moi, le langage, il a été peut-être plus difficile à trouver au départ. Surtout que c'était le premier film de la réalisatrice. Donc elle avait aussi besoin de trouver son langage de montage. Elle s'appelle Émilie Frech, elle a écrit beaucoup de romans. Elle a participé à beaucoup de scénarios. Donc son domaine, c'est vraiment l'écrit, en fait. Et quand elle est arrivée en montage, déjà, il fallait qu'on se trouve toutes les deux, en fait. Il fallait qu'on trouve le film et ensemble, sachant qu'elle, c'était vraiment sa première immersion dans le montage d'un film, avec tout le choc que c'est au départ, où
je pense que peut-être au départ elle s'attendait à voir plus un film comme elle l'avait imaginé, ou alors que ce que je lui proposais c'était genre c'est bon, c'est fini, c'est comme ça et ça bougera pas. En fait, au début j'ai essayé de lui faire comprendre, de dire on peut mais tout refaire en fait. On peut tout ce qui ne te plaît pas, toutes les directions dans lesquelles tu veux aller chercher, on peut tout refaire. Et en plus, moi je sortais de Lupin quand je suis arrivée sur le film. Ouais. Donc voilà, très commercial, très efficace, pas mal de plans et tout. Et j'arrivais sur un film qui demandait de la longueur, qui était assez peu découpé parce qu'ils ont tourné en peu de temps et c'est un film qui n'avait pas des gros moyens et tout. Donc il fallait trouver le rythme et le langage du montage et on a essayé de le trouver ensemble. Mais au début, on est parti de loin parce que je me souviens, j'avais déjà raconté parce que c'est vraiment un moment de flip que j'ai eu et de doute beaucoup. Où donc pendant le tournage, ils tournent une scène d'un accident qui est au début du film, mais qu'ils ont tourné avec assez peu de plans. Et je crois la script était malade et le premier assistant aussi, donc c'était pas sûr ce qu'il faut pour monter correctement. Donc ils me demandent de faire très vite un espèce de pré-montage pour se rendre compte et qu'on en discute et surtout que eux ils voient si c'était ce qu'Émilie voulait, quoi, si elle avait assez de plans pour raconter ce qu'elle voulait, puisqu'ils pouvaient encore retourner sur le décor. Donc je fais ça, c'était vraiment, je sais pas, au bout d'une semaine et demie, un truc comme ça de montage. Donc j'étais encore en train de trouver mes marques, et en plus je venais d'un projet très découpé. Donc évidemment, en plus, comme là, le but de l'exercice, c'était qu'ils voient un peu tout ce qu'il y avait. Je découpe pas mal ce truc, un peu avec tous les plans que j'ai. Et elle m'appelle, Émilie, je sais plus, en fin de journée, je crois que j'allais partir du montage. Elle me dit, Audrey, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout mon film, c'est pas du tout ce que j'imagine. Moi, je veux un truc très très lent. J'imagine qu'on prend le temps, et limite, si tu peux très peu découper cet accident, ça me va. Et je raccroche et je suis en panique parce que je la sens en panique. Et je me dis, on se connaît pas, enfin tu vois, on s'est parlé un peu, mais on n'a pas bossé ensemble encore. Donc je reste le soir, même si je lui avais dit, on pourra faire tout ce que tu veux, on peut vraiment le modifier comme tu veux, faire plus long et tout, mais on peut voir ça plus tard. Je me suis dit, là, faut que je la rassure, faut que je me rassure et que je me dise que je suis capable de trouver le ton du film. Donc je passe toute la soirée à recommencer de zéro. Je fais un truc, mais alors là, pour le coup, 100 fois trop lent, vraiment, mais je me force à le faire pour la rassurer et pour lui montrer qu'en fait, en montage, tant qu'on a les plans, on peut tout faire, quoi. Et donc, je lui renvoie, elle m'appelle à minuit, je venais de rentrer chez moi, elle me dit oh, « Merci ! Oh là là, merci ! Ah, j'ai eu si peur et tout Mais c'est beaucoup plus mon film, évidemment, oui, j'ai compris, c'est 100 fois trop long et tout. Mais c'est bon, je sais qu'on pourra, en effet, qu'on pourra tout faire. Tout faire. Voilà, et donc elle me dit, je vais pouvoir dormir tranquille. Je fais putain, mais moi aussi, je vais pouvoir dormir tranquille. Parce que je me voyais déjà je sais pas, à être virée du film, ambiance panique, c'est pas la bonne personne, elle a pas compris le film. Oui, la pauvre, en même temps, elle a fait que des films d'action et des comédies, donc c'est normal, c'est pas son style. Alors que peu importe, en fait, on peut trouver tout, on peut tout faire. Et voilà, et après ça s'est super bien passé, mais pareil, au début quand elle arrivait en montage, elle voulait pas trop voir les premiers montages que j'avais fait parce que ça lui faisait trop peur de voir des choses qu'elle avait pas imaginées comme ça. Donc souvent on commençait... Moi ça m'avait servi parce que quand ce qu'elle voulait c'était un peu déjà des choses que j'avais faites, moi ça existait déjà et on allait plus vite. Mais sinon on recommençait... On comparait des versions jusqu'à trouver ensemble notre tempo et le tempo du film. Et c'était génial. Et j'ai vachement appris avec elle parce qu'en plus, elle avait aucun problème à resserrer sur ce qu'il fallait, à enlever des choses. Au début, même la première version qu'on avait faite ensemble, elle était tellement radicale que quand on a regardé le film, on s'est dit mais c'était beaucoup trop. Donc là maintenant, on va pouvoir se détendre et on sait que maintenant tout est possible et c'était génial, franchement c'était trop bien. Et ça je sais pas, j'ai eu l'impression que ça avait vraiment changé mon expérience parce qu'en plus, comme il n'y avait pas beaucoup de rush sur le film, c'était pas évident de trouver des solutions parfois à ce qu'on voulait gommer ou changer ou raconter des nouvelles choses
qui n'avaient pas été tournés comme ça. Donc on allait vraiment presser toute la matière, voir comment on pouvait détourner des scènes qu'on avait coupées, des plans des fois complètement volés qui avaient rien à foutre là. Et là en plus tu te dis que c'est un peu magique quoi, quand tu découvres presque de la matière parce que tu la regardes autrement. Et je suis hyper contente du film par rapport à là où on est parti, les enjeux qu'il y avait, et ce qu'on a amené, ce qu'elle a choisi de raconter ou de ne pas raconter au final. Enfin, je suis hyper contente de ce film. Moi, j'ai hâte de voir. Alors qu'en plus, bizarrement, je pense que tu vois le film, c'est pas du tout une prouesse de montage. C'est très simple, c'est très sobre. Donc tu pourrais pas soupçonner en fait tout le travail qu'on a fait, où j'ai l'impression d'avoir presque été chercher plus loin que sur d'autres films qui sont beaucoup plus montés, où il y a beaucoup plus d'esbroufs de montage et de... Ouais. En tout cas, les films d'action sur lesquels j'ai travaillé sont plutôt très très découpés. Et là, t'as un truc, même quand tu le fais, t'as l'impression de faire du sport, quoi, un peu. T'es fatigué après. Est-ce que tu te vois faire du montage cinéma à temps plein toute ma vie dans les prochaines années, ou est-ce que tu as d'autres envies de montage? Est-ce que tu varies un peu? J'aime bien varier quand même. Tu vois, là, recommencer un projet long, après avoir fait du format plus série, ou même entre les projets de fiction, faire un peu d'autres choses, où ça fait quand même vraiment du bien. Enfin, je trouve même que c'est du luxe, quoi, de pouvoir avoir des projets vraiment variés, autant dans la durée que dans le type de travail. Tu vois, je referais bien une captation, par exemple, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais par contre, j'ai envie de faire du montage toute ma vie. Ouais. J'ai pas envie de changer du tout. J'ai surtout pas envie d'être réelle, en tout cas pour le moment. J'ai même pas de velléité d'écriture. J'aime trop notre métier, quoi. Il est génial, quoi. Bah ouais. Faut dire ce qu'il est. Bah oui, non mais c'est vrai. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression d'exprimer des trucs, même si c'est pas mes histoires, quand même de mettre un peu de moi dedans. Et en même temps, je sais pas, le fait de travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, je sais pas, mais je trouve pas ça ingrat du tout en fait, mais au contraire. Donc ouais, j'espère que je serai une vieille monteuse. T'as l'air bien partie pour. Mais toi aussi, je te vois bien vieille monteuse. Ah oui, j'ai fait toute ma vie du montage. Ouais. Bon, c'était très chouette. Bah ouais, c'était avec toi. Merci Audrey. Merci Yasmina. Playpause c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!